c'est votre sexe, c'est magnifique. Quoi? Bah non, c'est une orchidée. Oh bah si, c'est votre sexe. Ah non, je vous assure, c'est une orchidée. Non mais c'est votre utérus qui s'exprime inconsciemment. La sensualité féminine, votre mystérieuse sexualité, si j'adore, c'est magnifique. Puisque je vous dis que c'est une orchidée. Eh Roger, viens voir. Roger, viens voir, elle a dessiné sa Salut à toi, peuple de l'internet. Moi, c'est Roma, et j'ai créé cette chaîne parce que j'ai envie de te parler d'art. Aujourd'hui, on s'intéresse à Georgia O'Keeffe, une artiste que j'apprécie particulièrement, d'abord parce que j'adore son travail, mais aussi parce qu'elle me fascine. Elle a quand même réussi à s'imposer comme l'une des peintres les plus importantes des États-Unis, tout en se construisant une vie qui lui convenait exactement. Ce qui n'est vraiment pas rien pour une femme de son époque. Je te situe l'ambiance, on est au début des années 20, les femmes viennent tout juste d'obtenir le droit de vote aux États-Unis. Elle a aussi réussi à complètement transformer l'image qu'on lui avait imposée, de la lecture que l'on faisait de son travail à sa propre personne. La Georgia O'Keeffe dont on parlait dans les années 20 fut peu à peu effacée au profit d'une artiste qui se définit elle-même. Il faut dire que cette image était très présente. Compagne du célèbre photographe Alfred Stieglitz, elle était à sa mort l'artiste la plus photographiée des États-Unis. Cette image très présente va prendre une grande importance dans sa vie jusqu'à influencer l'évolution de son travail. Alors, sa vie, son image, son travail, on en parle tout de suite. Georgia O'Keeffe, l'art et l'artiste, c'est parti! Née en 1887 dans le Wisconsin américain, Georgia a la chance de suivre des cours d'aquarelle et de dessin dès son plus jeune âge. Étudiante, elle poursuit sa formation à Chicago, puis à New York. En 1912, elle découvre les travaux d'Arthur Wesley Dove, peintre moderniste américain qui va avoir une énorme influence sur son travail. Les idées défendues par ce dernier lui ouvrent de nouvelles perspectives et elle se lance en 1915 dans la réalisation d'une série de fusains abstraits, les Specials. C'est cette série de fusains que Stieglitz découvre en 1916 et qui séduit immédiatement le photographe qui les expose la même année dans la galerie 291. Stieglitz est alors au sommet de sa gloire. Il a 52 ans et une grande influence sur le monde de l'art new-yorkais. Les deux artistes se rapprochent très vite. Georgia O'Keeffe s'installe à New York en 1918 et leur relation, devenue amoureuse et adultère, s'officialise en 1924 lorsque le divorce de Stieglitz leur permet de se marier. Cette relation est dès le départ celle de deux artistes qui aiment et admirent profondément leurs travaux respectifs, celle de deux personnes passionnées par l'art qui cherchent à créer des formes nouvelles. Mais si la peintresse pose pour son mari, l'image d'elle que ces clichés véhiculent, couplée à la lecture souvent genrée et sexuelle que l'on fait de son travail, vont de plus en plus la gêner. Stieglitz réalise avec Georgia un projet de journal photographique censé suivre sa vie. À travers cette série qui inclut 300 photographies de la peintresse, il cherche à mettre en image, à révéler ce qu'il imagine être l'essence de la femme. Il la photographie aussi devant ses œuvres, où livre carrément sa propre interprétation, parfois très subtile et nuancée, comme on peut le voir ici. Elle, c'est ma bite. Eh ouais. Il photographie toutes les parties de son corps, son visage, ses mains, ses épaules. Il produit aussi des nus graphiques et sensuels qui provoquent des scandales qui ne font que renforcer le phénomène. Et si la peintresse respecte le travail de son mari, l'association systématique à la féminité que subit son travail va de plus en plus la contrarier. Cette image est d'autant plus gênante qu'elle influence la manière dont les critiques et le public interprètent son travail. La peintresse explore alors les formes dans des peintures abstraites et colorées, mais aussi dans des sujets figuratifs comme ces célèbres gros plans de fleurs qui sont très souvent interprétés comme l'expression de la sexualité féminine. Paul Rosenfeld publie en 1922 dans Vanity Fair un article qui, s'il est un censeur, nous offre un paragraphe sur la féminité supposée de son travail, particulièrement révélateur. Car il n'y a pas de coup de pinceau, peu importe ce qu'elle peint, qui ne soit pas curieusement, de manière frappante, féminin en qualité. L'essence de la féminité même se dégage de ces images. Que ce soit des tulipes béantes au ton profond et chatoyant, ou des avocats coquins et voyeurs, c'est toujours comme si les qualités des formes du corps d'une femme, l'essence des majestueuses surfaces blanches, avaient été présentées à l'œil, ainsi que l'odeur insaisissable des cheveux détachés. Ah bah là c'est une femme nue, très clairement. Dessin, évidemment. Une femme allongée, quelle beauté. Bon, apparemment, tout ce qu'elle peint parle de féminité. Et c'est assez drôle que l'auteur parle de révélation d'une essence féminine, alors qu'il plaque très clairement ses propres fantasmes sur les images qu'il regarde. Le détail de l'odeur insaisissable des cheveux détachés
montre bien qu'il s'agit ici d'une lecture parasitée par le regard et le désir que Rosenfeld pose sur les femmes. Cette lecture hyper genrée agace l'artiste qui envisage son travail comme une recherche de forme et d'expressivité qui n'a rien à voir avec son état de femme. Pour expliquer le petit nombre de peintures abstraites montrées à son exposition de 1924, elle écrit à son amie Sherwood Anderson « Je crois que si j'en suis venue à m'efforcer d'être objective, c'est parce que je n'aimais pas les interprétations qui étaient faites de mon travail. » Lassée par ses lectures genrées et sexuelles, la peintresse va en effet de plus en plus favoriser la peinture figurative. Elle peint la nature, des fleurs, des feuilles, des fruits, mais aussi New York et ses gratte-ciels, et les paysages de Lake George, où le couple séjourne chaque été. En 1929, invitée à séjourner au Nouveau-Mexique, Georgia se prend de passion pour cette région qu'elle avait découverte quelques années auparavant. Elle apprend à conduire, achète une voiture et passe l'été à sillonner le désert. C'est un tournant important dans la vie et la carrière de l'artiste qui se retrouve dans les couleurs chaudes et les paysages arides du sud-ouest américain. Elle écrit la même année à Henry McBride « Je ne me suis jamais autant sentie chez moi que dans l'Ouest. Je me sens moi-même et j'aime ça. » Elle retourne à partir de cette date presque tous les ans dans la région. Y loue puis y achète une maison et y passe la moitié de son temps. La photographie de Stieglitz, Georgia, au retour du Nouveau-Mexique, montre une femme souriante, au regard déterminé. Image qui annonce la transformation médiatique que la peintresse commence à mettre en œuvre. Elle se fait prendre en photo dans le désert, en train de travailler, et est désormais décrite comme une artiste à part, solitaire et indépendante. À la mort de Stieglitz, en 1946, c'est elle qui s'occupe d'inventorier son œuvre et de répartir sa succession dans différentes institutions nationales. Une tournure d'événements qui semble symboliser la reprise de contrôle de Georgia sur sa propre image, puisqu'elle s'occupe cette fois littéralement des photographies que son mari prit d'elle. Elle s'installe ensuite définitivement au Nouveau-Mexique, invite des amis photographes et des journalistes dans sa propriété et est désormais décrite comme une artiste à part, solitaire et profondément américaine. Elle décède en 1986 à l'âge de 98 ans après avoir été décorée de la médaille nationale des arts par le président Reagan, confirmant ainsi son importance dans l'histoire de l'art américain. On l'a vu, le début de sa carrière est marqué par la découverte du travail d'Arthur Wesley Dove. Le peintre américain explique dans son ouvrage « Composition », publié en 1920, qu'une image est structurée par 3 éléments : lignes, notane, couleurs. Les lignes, c'est le dessin, ce qui définit l'espace, définit les formes. Ici, le Special numéro 9 et Black Lines illustrent parfaitement les différences que peuvent produire la qualité et le placement des lignes. Les lignes sinueuses qui traversent en diagonale le Special numéro 9 créent une profondeur. Un paysage semble presque se dessiner. Tandis que dans Black Lines, les lignes traversent le papier uniquement en surface. La ligne épaisse qui pointe vers la gauche donne l'impression que le dessin lui-même glisse sur la feuille. Le concept de notane est moins évident. C'est un mot japonais formé des kanji no, qui peut signifier sombre, foncé, concentré, et tan, clair, dilué, qui décrit l'harmonie qui peut naître de la juxtaposition de masses sombres et de masses claires, que ce soit dans les constructions, les images ou la nature. Dans le fusain Early Abstraction, la peintresse utilise différentes valeurs de gris qui créent à la fois de la profondeur et du mouvement en faisant rebondir le regard d'un point à l'autre. Black Lines affiche un contraste plus marqué entre les 2 lignes épaisses et sombres qui tranchent la feuille blanche en diagonale et la ligne courbe et son subtil dégradé qui dessine une colline en arrière-plan. Les petites lignes éclats sont comme des points d'exclamation, impressionnés par la rencontre de ces 2 lignes si opposées par nature. Elles ajoutent une note d'humour, de joie à cette composition très simple. Le 3e élément, la couleur, ne demande pas vraiment d'explication. La couleur, c'est la couleur. Pour Dove, ces 3 éléments structurels sont intimement liés. Une bonne couleur dépend d'un bon notane qui, à son tour, dépend d'un bon placement. L'autre élément majeur qu'O'Keeffe tire de la lecture de Dove, qu'elle retrouve également dans Du spirituel dans l'art de Kandinsky, est l'idée d'expressivité personnelle. Les 2 peintres abstractionnistes encouragent les artistes à puiser leur inspiration dans leurs âmes, dans leurs émotions, plutôt que dans la recherche de la copie du monde. Ils proposent par exemple de s'inspirer de la musique, moyen de création très libre puisqu'ils ne cherchent à copier aucun élément du réel.
Georgia O'Keeffe adopte visiblement cette idée, parfois même littéralement, comme ici dans Music, Pink and Blue numéro 1 et Blue and Green Music. On y retrouve les principes de Dove, les lignes ici douces et fluides, là plus saccadées, mouvementées, le notane ici avec une grande masse foncée entourée d'espaces plus clairs, là avec des passages successifs du sombre au clair. Et la couleur que je te montre enfin et qui devient vite primordiale dans le travail de la peintresse. On peut presque entendre les mouvements musicaux en regardant ces huiles. Ici, une phrase fluide et douce, j'imagine bien du violon, et là, c'est carrément une partition entière, un morceau joué par tout un orchestre, on y lit la succession de parties calmes et d'envolées plus épiques. Les formes sont parfois très voluptueuses dans la peinture de Georgia. Entre biomorphisme et art nouveau, ces tableaux joyeux et sensuels sont souvent interprétés par les critiques comme l'expression de la sexualité de la peintresse. En réaction, elle intègre de plus en plus de sujets figuratifs dans son œuvre, espérant ainsi pousser les critiques à une interprétation plus objective de son travail. La figuration n'est pas nouvelle dans le répertoire d'O'Keeffe, et si elle prend le dessus dès la fin des années 20, le dialogue avec l'abstraction est toujours perceptible dans son travail. Ses représentations du Lake George sont si épurées qu'on y distingue parfois à peine le paysage. La priorité donnée aux formes, aux contrastes et aux couleurs est évidente. Le même traitement est réservé à l'architecture. La profondeur peu marquée, voire inexistante, fait ressortir les qualités géométriques des bâtiments. Dans In de Passio numéro 4, ce qui intéresse l'artiste, ce sont les 3 bandes horizontales de couleur bleue, ocre et jaune, et les 2 rectangles sombres au centre et à droite. On est néanmoins ramené au réel par les détails à droite, le léger effet de perspective dans la porte, la planche posée à côté, le sable inégal. Les lignes sont encore plus droites, évidemment, dans les représentations de New York qu'elle produit. Elle peint de nombreux buildings, de jour et de nuit, souvent en contre-plongée. Les impressionnants bâtiments dressés contre le ciel s'imposent comme forme absolue de la modernité. C'est une série de peintures intéressantes pour étudier l'influence de la photographie sur le travail d'O'Keeffe. Je te montre ici des photographies de Stieglitz de la même époque. On décèle un dialogue entre les deux œuvres et une influence sur la peintresse de l'esthétique de son mari. Il s'agit en réalité d'une influence plus large, celle de la street photographie, courant qui se développe dans les années 30, qui prône une photographie pure, débarrassée de l'influence de la peinture, qui remet au centre les qualités spécifiques au médium photographique. Les photographes produisent des images nettes dans lesquelles les détails de l'objet capturé sont mis en valeur. Paul Strand et Ansel Adams, figures de proue du mouvement, sont des amis proches d'O'Keeffe. La peintresse a la même approche que le groupe vis-à-vis de son travail. On y retrouve cette représentation directe, épurée dans ces images de végétaux. Ces fleurs en particulier attestent de l'attention portée aux détails. Agrandies à notre échelle, elles révèlent soudain leurs moindres plis, toutes leurs nuances de forme et de couleur. Ces gros plans de fleurs, qui sont sans doute ses œuvres les plus connues en France, coûtent encore une fois à Georgia des interprétations très sexuelles de son travail. Elle se met à contester publiquement ces interprétations à partir de 1939. Écrivant dans un texte accompagnant son exposition annuelle, je vous ai fait prendre du temps pour regarder ce que j'ai vu. Et quand vous avez pris le temps de vraiment regarder ma fleur, vous avez plaqué toutes vos propres associations concernant les fleurs sur ma fleur. Et vous avez écrit à propos de ma fleur, comme si je pensais et voyais ce que vous pensez et voyez. Et ce n'est pas le cas. C'est en effet une interprétation purement symbolique que l'on accole au travail de la peintresse. Les fleurs n'ont rien de sexuel en soi, c'est notre regard qui anthropomorphise le végétal, qui y voit quelque chose qui n'est objectivement pas là. Ces interprétations sont néanmoins intéressantes parce qu'elles révèlent nos propres préjugés, ce que l'on voit dans les fleurs, en tout cas lorsqu'elles sont représentées par une femme. Si Georgia O'Keeffe est confrontée à des interprétations de son travail qu'elle désapprouve, elle trouve, à partir de 1929 au Nouveau-Mexique, toute une nouvelle palette de sujets qui donne une nouvelle direction à son œuvre. Les bâtiments traditionnels de la région, avec leurs lignes simples et leurs couleurs minérales, sont naturellement intégrés à son répertoire. La palette de couleurs est souvent assez réduite dans ses premières œuvres néo-mexicaines. L'intérêt se trouve dans les variations de tons, dans les contrastes et bien sûr, les formes. Des couleurs opposées sont néanmoins parfois utilisées pour établir des contrastes tranchés, comme par exemple dans Black Mesa Landscape. Elle peint aussi des objets venus des folklores locaux, comme ces poupées Kashina des Indiens Hopis et Zunis. On retrouve aussi des crânes et des ossements qu'elle ramasse quand elle se balade dans le désert. Les motifs de crâne sont parfois couplés à des fleurs et très souvent représentés devant les paysages désertiques de la région,
comme des gardiens séculaires, protecteurs de ces contrées encore sauvages. On retrouve aussi plus simplement le goût des formes et des contrastes, entre les ombres des crevasses, les lignes compliquées des crânes et le plat, la douceur des fonds. Elle utilise aussi les ossements pour créer des compositions quasi abstraites en les brandissant devant le ciel ou les montagnes locales. Ces motifs du Nouveau-Mexique vont désormais occuper la majorité de sa carrière, avec toujours ce balancement entre figuration et abstraction. Ici, une superbe représentation de sa maison, des paysages détaillés, et puis parfois, et de plus en plus avec le temps, elle produit des œuvres qui se lisent plus difficilement, ou même de pures abstractions. L'œuvre d'O'Keeffe, si riche en motifs variés, est avant tout marquée par une manière de faire profondément moderne. La peintresse est également, très tôt dans sa carrière, motivée par l'idée de créer une peinture purement américaine. L'art américain est en effet, depuis la fin du XIXe siècle, totalement subjugué par Paris. Si jusqu'au XIXe, la tendance était plutôt au style anglais, l'arrivée de l'impressionnisme, qui sonne le coup d'envoi de l'art moderne, va ramener toute l'attention sur la France. Au début du XXe, tous les regards sont donc tournés vers Paris. Les artistes américains vont s'y former ou y résident quelque temps. Dans les années 10 et 20, les artistes du nouveau continent produisent donc des œuvres impressionnistes, néo-impressionnistes, fauves, cubistes. Même le réalisme Doper, qui nous semble si américain, est en fait influencé par les réalistes français. Mais une poignée d'artistes, Stieglitz en tête, cherche à créer une nouvelle dynamique purement américaine. Et si la photographie, médium plus récent, semble parfaitement adaptée à la création d'un nouveau langage national, cette volonté d'établir une nouvelle ère artistique débarrassée de l'influence européenne s'étend aussi aux beaux-arts traditionnels. Georgia O'Keeffe est elle-même très attachée à cette idée. Contrairement aux artistes de son époque, elle ne met pas les pieds en Europe et fait à la place, en guise de voyage formateur, une traversée de l'ouest des États-Unis. La particularité du travail d'O'Keeffe est très vite appréciée, et sa qualité purement américaine est très tôt dans sa carrière louée par les critiques. Dans un article de 1927 du New Yorker, Francis O'Brien écrit « Georgia O'Keeffe est une iconoclaste face aux traditions européennes concernant l'art et les artistes. Georgia O'Keeffe est à l'Amérique son propre produit exclusif. Il est rafraîchissant de réaliser qu'elle n'a jamais été en Europe. Encore plus rafraîchissant est son absence d'ambition à y aller. En sa peinture comme en elle-même se trouve l'âme éparpillée de l'Amérique devenue royaume. C'est armé de la volonté de créer un œuvre purement américain que Georgia O'Keeffe peint New York dans les années 20, ses buildings, invention purement locale, et l'ambiance propre aux grandes métropoles des États-Unis. Mais c'est au Nouveau-Mexique qu'elle trouve vraiment matière à cette américanité. Elle y voit l'origine, la source du pays. Et dans les paysages arides et désertiques, l'âme de cet immense territoire. Elle se moquera même gentiment des artistes new-yorkais des années plus tard. Les hommes pensaient tous au grand roman américain, à la grande pièce américaine. Oh, c'était le grand quoi que ce soit américain. Et j'ai pensé qu'ils ne savaient rien de l'Amérique. La plupart d'entre eux n'avaient jamais traversé l'Hudson. Alors j'ai pensé que je rendrais mon tableau rouge, blanc et bleu, j'en ferais une peinture américaine. Elle peint cette image en 1931, un crâne de bovidé sur un fond aux couleurs du drapeau national, signalant ainsi discrètement que c'est ici que se trouve vraiment l'âme de l'Amérique. L'image d'elle qu'elle diffuse à partir de là contribue également à faire d'elle une icône états-unienne. Les photographies dans le désert, où elle exhibe les ossements collectés, mais aussi son indépendance, la liberté qu'elle s'accorde dans cet environnement si aride. Elle le dit elle-même, c'est primordial de sentir l'Amérique, de vivre l'Amérique, d'aimer l'Amérique avant de se mettre au travail. Je crois que j'ai réalisé quelque chose de plutôt unique en mon temps et que je suis une des rares à avoir donné à mon pays une voix qui lui est propre. Ce qui est également notable dans la peinture d'O'Keeffe, c'est qu'elle porte les prémices d'une modernité purement américaine qui va exploser dans les années 40 et faire des États-Unis le nouveau centre du monde artistique. Les principes de sa peinture, la primauté du rapport entre les formes, les contrastes et les couleurs, conduisent ses recherches à des résultats proches de la peinture color field des années 40 et 50 avec ses aplats de couleurs abstraits. Les représentations tardives de son patio sont peintes comme des abstractions géométriques qui jouent avec les oppositions de couleurs. Et si elle produit cette série dans les années 40, ses tableaux se placent clairement dans la lignée d'un travail qu'elle développe depuis 30 ans. La figure de Georgia O'Keeffe comme peintresse purement américaine s'est construite d'abord grâce à son œuvre, originale et précurseur,
mais aussi grâce au statut de quasi-icône qu'elle a atteint. Sa vie, son image sont célèbres aux quatre coins des États-Unis. Il n'est donc pas étonnant qu'en 1979, Warhol l'ait représentée dans ses célèbres sérigraphies. Cette peintresse si américaine, qui fut tant de fois photographiée, dont l'image prit une telle importance, est un sujet idéal pour l'artiste du pop art américain. Georgia O'Keeffe est donc non seulement une de mes peintresses préférées, mais aussi une artiste fondamentale pour les États-Unis. Son œuvre originale et précurseur est aujourd'hui considérée comme un des œuvres les plus importants de l'histoire de l'art américain. Voilà, O'Keeffe, l'art et l'artiste, c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. On se voit la prochaine fois.